Dans une société aussi connectée que la nôtre, on utilise tous les jours l'intelligence artificielle. En effet, que vous le sachiez ou non, vous utilisez cette technologie au quotidien parce que l'industrie de la tech l'implémente de plus en plus dans tous ses programmes. Et bien que l'intelligence artificielle soit souvent présentée comme une solution à plusieurs de nos problèmes actuels et futurs, son impact sur notre environnement ne peut être ignoré. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous expliquer concrètement quel est son impact sur notre planète. Si cela vous semble intéressant, écoutez ce qui va suivre. Avant de vous expliquer quel est l'impact de l'intelligence artificielle, je vais d'abord vous expliquer ce que c'est exactement. IBM définit l'IA comme étant une technologie qui permet aux ordinateurs et aux machines d'imiter l'apprentissage, la compréhension, la résolution de problèmes, la prise de décision, la créativité et l'autonomie des humains. Si l'IA existe depuis les années 50, lorsque les premières machines qui imitaient l'intelligence humaine furent créées, nous avons maintenant un nouveau type d'IA que l'on appelle l'IA générative. Cette forme d'intelligence artificielle peut créer du contenu original, tel que des longs textes, des images de très haute qualité ou même des vidéos et des audios très réalistes, à partir d'une demande d'un utilisateur ou d'une utilisatrice. Ce genre de demande ou de requête est donnée dans la langue de l'utilisateur, par écrit ou par oral, plutôt qu'à travers le langage numérique, c'est-à-dire le langage binaire de 1 et de 0, qui était jusqu'ici utilisé pour programmer les ordinateurs. Après vous avoir donné ces quelques explications, vous vous demandez sûrement comment quelque chose de complètement digital peut avoir un impact sur notre monde physique. Et c'est totalement normal de ne pas comprendre, car il y a une déconnexion entre l'endroit et le moment où l'IA est utilisée par nous et la manière dont cette technologie a été créée et a permis d'exécuter notre demande. La grande majorité des modèles d'IA fonctionnent grâce à des centres de données. Et ceux-ci se trouvent généralement plutôt loin des utilisateurs. De plus, chaque étape du cycle de la vie des intelligences artificielles relâche des gaz à effet de serre et utilise des ressources comme l'eau et comme les minéraux. Je vais vous montrer une image pour que vous puissiez voir de quoi je parle quand je parle du cycle de vie des intelligences artificielles. Et pour cette raison, lorsqu'on parle de l'impact de l'intelligence artificielle sur notre environnement, il faut garder à l'esprit que c'est une question complexe. Quand quelqu'un vous parle d'impact, de quoi s'agit-il ? Est-ce qu'on parle de l'utilisation de l'eau ? Est-ce qu'on parle du CO2 relâché dans l'air ? Est-ce qu'on parle de la création de cette technologie ? Est-ce qu'on la prend en compte ? Ou est-ce qu'on ne parle que de son utilisation ? On peut diviser l'impact environnemental de l'intelligence artificielle dans 3 catégories. Il y a l'impact de l'extraction minière, de l'utilisation de l'eau et des émissions de gaz à effet de serre. Commençons par l'extraction des minéraux. Je ne vais pas aller en détail sur ce sujet. J'ai écrit un article pour un média canadien et j'ai fait une vidéo sur le sujet de l'extraction minière dans les fonds marins. Je vous laisserai les liens en description si ça vous intéresse. Mais si toutefois vous souhaitez du contenu à propos des extractions minières, dites-le moi en commentaire et je préparerai ça. En bref, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque jour, partout dans le monde, des minéraux sont extraits des sols de notre planète pour différents usages. Ce n'est pas seulement pour l'intelligence artificielle. Mais dans le cas de l'intelligence artificielle, à chaque fois que nous faisons une demande, celle-ci nous donne une réponse car un courant électrique traverse physiquement ce qu'ils appellent en anglais le hardware d'un ordinateur. Et donc, plus l'IA est performante et rapide, et plus elle utilise un hardware qui est complexe. En bref, le hardware, c'est les puces électroniques et d'autres parties métalliques qui se trouvent à l'intérieur des ordinateurs. Et l'une des puces les plus utilisées pour certains modèles d'intelligence artificielle, ce sont les GPU. Et une seule IA nécessite généralement plusieurs GPU pour fonctionner.
Ces puces GPU sont composées généralement d'une base fine d'un matériel semi-conducteur, c'est très souvent du silicone, et au-dessus de cette base, on rajoute différents métaux, comme l'aluminium, le cuivre, l'étain, le tantal, le lithium, le gallium, le géranium, le palladium, le cobalt et le tungstène. Et certains de ces minéraux, comme par exemple le cobalt et le tungstène, sont considérés comme des minerais de conflit, car leur extraction et ou leur vente se passe dans des zones de conflits armés et contribuent à ces conflits en ne respectant pas les droits humains, en créant des milieux où les abus et les violences sont monnaie courante. Et tout ça, en plus du fait que l'extraction de ces minéraux a un coût environnemental élevé. En ce qui concerne l'eau, elle est non seulement utilisée lors de l'extraction des métaux et la fabrication des puces électroniques, mais elle est également cruciale et indispensable pour les centres de données. Je vous ai déjà parlé de ces centres au début de cette vidéo, mais je vais vous expliquer un peu mieux comment est-ce qu'ils fonctionnent. Donc selon IBM, les centres de données sont des bâtiments, ça peut être aussi des pièces, qui abritent les infrastructures nécessaires aux entreprises de la tech pour construire et faire fonctionner leurs applications, ainsi que délivrer leurs services. Ces centres, ils collectent et organisent aussi les données qui découlent justement de l'utilisation de ces applications et de leurs services. D'ailleurs, vous avez probablement déjà vu des images de ces centres. Alors, je ne sais pas si chez vous, vous avez une pièce où vous avez plusieurs appareils électroniques. Ça peut être par exemple une télé, un ordinateur et une console de jeu, imaginons. Et si c'est le cas, je ne sais pas si vous avez déjà peut-être allumé tous ces appareils en même temps pendant une certaine période. Si c'est le cas, vous vous êtes rendu compte au bout d'un moment que la pièce commençait à chauffer. La raison de ce phénomène est très simple, l'utilisation en continu de ces appareils les fait chauffer. Maintenant, imaginez une pièce avec des milliers d'ordinateurs qui fonctionnent en continu car ils font des calculs sans arrêt. Ces machines ont clairement besoin d'être constamment refroidies pour pouvoir continuer à fonctionner et surtout éviter la surchauffe. Et c'est exactement pour cette raison que l'eau est utilisée dans les centres de données. Pour refroidir les appareils, de l'eau propre est pompée à travers des radiateurs qui absorbent la chaleur dans les systèmes. L'eau utilisée doit être propre. Elle ne peut pas être par exemple de l'eau salée qui vient de la mer parce que ça pourrait bloquer ou même rouiller le système en fait de refroidissement. Donc une fois que cette eau a capturé la chaleur dans le système, elle doit ensuite être refroidie et généralement la majorité de l'eau quand elle est refroidie, elle va s'évaporer. L'eau qui reste, elle peut être soit réutilisée dans le système de refroidissement du centre de données, soit envoyée dans le système aquifère de la région pour l'utilisation quotidienne des populations à proximité. Donc vous l'aurez sûrement compris, la quantité d'eau nécessaire est difficile à quantifier car elle dépend énormément de la taille du centre. Selon les études faites à ce sujet, la quantité varie entre 0,18 et 1,1 litre d'eau par kilowattheure d'énergie utilisée. Malheureusement, il n'y a pas pour le moment des chiffres spécifiques pour chaque modèle d'IA, mais une étude qui s'est penchée sur la question estime que GPT-3, qui est le modèle utilisé pour les plateformes comme ChatGPT, utilise 500 ml d'eau pour chaque 10 à 50 demandes. Et un centre de données moyen utilisé pour l'entraînement des modèles d'IA utilise environ 2,1 millions de litres d'eau par jour. Il faut aussi noter que certains de ces centres, même beaucoup de ces centres, sont construits dans des zones qui n'ont pas ou peu d'accès à l'eau, comme par exemple le désert de l'Arizona aux États-Unis. Quand je parle d'entraînement de modèles d'IA d'ailleurs, je fais référence au fait de fournir aux machines des données pour que celles-ci deviennent plus performantes car elles se basent en fait sur un plus large éventail de données.
Enfin, pour parler de l'impact environnemental de l'IA dans son complet, il faut également que j'aborde la question des gaz à effet de serre. Je vais aller un peu plus en profondeur à propos de ce sujet car il y a tout simplement plus d'études dessus. D'ailleurs, les premières études sur l'impact environnemental de l'IA ont tenté d'estimer combien de CO2 était relâché dans l'atmosphère lors de l'entraînement de ces modèles. Je vais vous donner plusieurs estimations faites dans des études. Toutefois, gardez en tête que les estimations vont énormément varier selon, comme je l'ai déjà dit, la taille du centre des données analysées. Selon Statista, en 2024, les États-Unis sont le pays avec le plus de centres de données au monde. À ce jour, les États-Unis ont 5381 centres un peu partout dans le pays. Et du coup, ça représente environ 30% de tous les centres de données dans le monde. Il faut d'ailleurs aussi noter qu'aux États-Unis, ces centres sont alimentés en énergie, soit grâce à l'énergie nucléaire, soit grâce au charbon. Une étude qui date de juin 2024 estime que 1000 demandes faites à une intelligence artificielle pour créer du texte utilisent 0,042 kWh d'électricité. Donc, si le centre qui fait fonctionner cette IA est basé dans l'Oregon, par exemple aux États-Unis, ces 1000 demandes vont créer en moyenne 1,2 g de CO2. Mais ça, c'est juste pour du texte. Car pour créer une seule image, ce même centre relâcherait 2,9 g de CO2 dans l'air. En effet, les experts et les expertes dans ce domaine expliquent qu'il y a de grandes différences de consommation. Et cela dépend en premier lieu de la modalité de l'IA, c'est-à-dire est-ce que c'est pour créer du texte ou des images, et en deuxième lieu, du fait que l'IA crée du contenu nouveau ou si elle donne du contenu qui existe déjà. Donc les tâches les plus énergivores sont celles qui créent des images et du contenu nouveau et original. Maintenant que vous savez tout ça, je vais vous donner quelques chiffres et on va jouer un petit jeu. Disons que vous utilisez ChatGPT et vous lui faites 10 demandes. Cela va générer 0,12 g de CO2. Maintenant, si vous utilisez Stable Diffusion pour demander à l'IA de vous créer 10 images, cela générera 2,9 g de CO2. Et si vous passiez 1 heure sur Netflix à regarder un épisode de votre série préférée, cela émet environ 22,9 g de CO2. Enfin, si vous mangez un steak de bœuf de 200 g, celui-ci crée 20 kg de CO2. Dans ces exemples, je vous ai donné des estimations, ce n'est pas des nombres exacts. Mais l'idée de cet exercice, c'est de remettre ces émissions dans le contexte de votre quotidien. Dans les faits, manger de la viande pollue plus que d'utiliser ChatGPT. Donc pourquoi je vous parle de ça ? Le problème ne se situe pas tant à l'échelle individuelle, mais plutôt à l'échelle globale. D'ailleurs, petite parenthèse, mais je pense qu'en général, c'est une erreur de mettre autant de poids sur les individus pour la plupart des problèmes dans notre monde, car très souvent, c'est les systèmes dans leur ensemble qui font le plus de mal. Mais enfin bref, ça c'est un sujet pour une autre vidéo. Donc pour le moment, l'industrie de la viande ou l'industrie pétrochimique par exemple ont plus d'impact sur notre environnement que l'industrie de la tech. En effet, des études montrent que l'industrie de la tech ne relâche que 1 à 6% des émissions de gaz à effet de serre. Et du coup, le pourcentage en ce qui concerne les centres de données est encore plus bas. Toutefois, cette industrie grandit de plus en plus. Selon l'Electrical Power Research Institute aux États-Unis, entre 2017 et 2021, la consommation d'électricité de Meta, de Microsoft et d'Amazon ont plus que doublé. Dans son rapport, l'Institut explique que même si les applications d'IA n'utilisent que 10 à 20% de l'électricité dans ces centres de données, ce pourcentage grandit très rapidement. Et en effet, selon un rapport de Goldman Sachs, ce pourcentage devrait augmenter en moyenne de 70% par année et devrait doubler d'ici 2030. Morgan Stanley Research indique aussi que d'ici 2027, l'IA générative pourrait utiliser autant d'électricité que l'Espagne a utilisé en 2022. Mais le fait que l'industrie de la tech soit en train de grandir
ne veut pas nécessairement dire que les émissions de gaz à effet de serre doivent augmenter avec ces industries. Cela dépend de comment est créée l'énergie utilisée par cette industrie. Et c'est probablement sur cette question que l'on doit se pencher. Les propriétaires et opérateurs de centres de données ont adopté des objectifs de décarbonisation et de zéro émission. Ils disent qu'ils veulent utiliser des énergies renouvelables pour répondre à leurs besoins énergétiques. Selon le responsable écologie et technologie verte de Morgan Stanley, la demande d'énergie grandissante de la part de l'IA pourrait être une opportunité pour les fabricants et les producteurs d'énergie renouvelable. Mais, bien que les énergies renouvelables doivent faire partie des solutions, ce n'est pas toujours facile de croire en les bonnes paroles des personnes qui profitent de l'industrie de la tech. Et même s'ils veulent vraiment atteindre leurs objectifs de zéro émission, si cela se fait au prix de leurs bénéfices, je ne pense pas qu'ils choisiront forcément la planète avant leur argent. De plus, il y a un manque de transparence au niveau des besoins énergétiques des entreprises dans cette industrie. Toutes les études que j'ai lues soulignent le fait que les chiffres calculés sont des estimations car il n'y a pas d'accès au nombre réel. Il faut donc commencer par s'assurer de la transparence de ces entreprises pour pallier aux émissions de CO2 dans cette industrie. Et ça doit se faire à travers des régulations. Par exemple, l'Union européenne a créé le Pacte vert pour l'Europe. C'est un ensemble d'initiatives politiques proposées par la Commission européenne dans le but de rendre l'Europe climatiquement neutre en 2050. Les systèmes construits avec de l'intelligence artificielle pour la gestion d'énergie, pour les réseaux électriques intelligents et pour les observatoires de l'environnement sont aussi concernés par ce pacte. Le pacte stipule également que les opérateurs d'intelligence artificielle doivent partager la consommation de leur modèle et s'ils ne la connaissent pas, en tout cas partager des estimations. De plus, les modèles d'IA à haut risque doivent faire des rapports sur la performance de leurs ressources, c'est-à-dire sur la consommation d'énergie et d'autres ressources pendant le cycle de la vie de l'IA. Cela peut donc potentiellement inclure la consommation d'eau et l'extraction des minéraux selon le niveau de détail demandé par la Commission européenne. Petite parenthèse, la Commission européenne définit les modèles d'IA à haut risque comme étant des modèles mettant en risque la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux des citoyens et citoyennes européens. Mais dont le bénéfice socio-économique compense les risques et c'est pourquoi ces technologies ne sont pas bannies. Aux États-Unis, plusieurs sénateurs ont introduit en 2024 l'Artificial Intelligence Environmental Impacts Act. Cette loi propose de conduire une étude approfondie sur l'impact environnemental de l'intelligence artificielle et développer un système de déclaration volontaire. Cette proposition est pour le moment en train d'être examinée, mais si elle passait, elle serait la première loi qui aborde directement le sujet aux États-Unis. Enfin, au-delà des régulations qui doivent être mises en place par nos gouvernements, individuellement, nous pouvons aussi faire plus attention à notre utilisation de l'intelligence artificielle. De nouveau, je sais qu'il ne faut pas mettre tout le poids sur les individus, mais je pense qu'il est quand même important de comprendre pourquoi nous utilisons cette technologie et comprendre quel est son impact. Donc, les modèles comme ChatGPT ne sont pas des moteurs de recherche. Ils produisent 30 à 40 fois plus de CO2 qu'une recherche toute simple et rapide sur Google. Je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, toutes mes sources seront en lien en barre d'infos si vous voulez aller voir tout ça. Si vous avez le temps, aimez cette vidéo et partagez-la autour de vous. Et moi je vous dis à bientôt!